pour vous rappeler, en gros, si vous avez des questions durant surtout ceux qui n'étaient pas là, vous n'hésitez pas. Le premier principe de ces 7 principes, c'est que, comme on a dit, Od Yosef Rai, c'est-à-dire que Yosef est encore vivant. Et quand on parle de Od Yosef Rai, c'est-à-dire le Mashiach ben Yosef est encore vivant. Alors, comme je l'avais dit la semaine dernière, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas vivant? Et la réponse, c'est qu'en effet, c'est qu'il y a un décret, Xéra, sur le Mashiach ben Yosef chez Yamout, qu'il risque, après ce qu'on a appris du Gaon de Vilna, on ne dit pas qu'il va mourir, mais qu'il est en danger de mort, on pourrait dire comme ça. Et on avait vu, sur la feuille, la source au niveau de la Gemara, c'était dans le Perek HaChalil, dans la Masechet Souka, Daf Nunbet, donc c'était cette source qu'on avait étudiée entièrement pour la raison que le Rav Kook en fait référence à toute la Sugiya pour comprendre le sujet. Donc si on revient à Rav Kook, on rappellera aussi ce qui est marqué dans la Gemara de Khalil, pour que les autres, vous pouvez le retrouver sur YouTube, n'est-ce pas, ce qui s'est passé la semaine dernière. Et après ça, ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait vu en gros, à part l'étude donc du Gaon de Vilna, qui nous dit que bien que dans la Gemara il est marqué que le Mashiach ben Yosef doit mourir, en fait il nous dit il ne va pas mourir. Et pour expliquer qu'il ne va pas mourir, il utilise un pasouk de la paracha de la semaine dernière, qui est ce qu'ont annoncé les enfants de Yaakov à Yaakov, Od Yosef Chai v'chiu Moshe b'chol eretz Mitzrayim. Donc il est encore vivant et il règne sur toute la terre d'Égypte. Donc Od Yosef Chai. Et j'avais dit d'ailleurs que à partir de cela, Rav Shlomo Karlebach avait il avait composé la chanson la plus célèbre qui est Od Avinu Chai Am Yisrael Chai. Mais en fait, je m'étais un petit peu trompé parce que le pasouk, les mots Od Avinu Chai sont aussi dans la paracha de la semaine dernière, puisque, je m'excuse de l'avoir oublié, puisque Yosef dit à ses frères quand il leur dit Ani Yosef Achichem, Aod Avichai. Est-ce que mon père est encore vivant? Donc en fait, c'est cela qui est la source de Od Avinu Chai, Am Yisrael Chai, Kamovan, comme vous savez. Donc il y a un lien entre, et ça on va en parler aujourd'hui, entre Od Avinu Chai et Am Yisrael Chai et Od Yosef Chai. Qu'est-ce que tu voulais demander? Ok, Od Yosef Chai, d'après le Midrash, c'est Serar Batacher qui... Serar Batacher qui a dit ça à Yaakov. Ça oui, mais je n'ai pas de explication là-dessus. Alors ce qu'on avait vu aussi, c'est que celui qui met en danger Mashiach ben Yosef, parce que quand on parle de Od Yosef Chai, on parle de Mashiach ben Yosef, celui qui le met en danger, c'est un méchant qui s'appelle Armilus Aracha. D'accord, Armiléus. Et je vois qu'Abraham, tu le connais bien, tu le rencontres 3 fois par jour, n'est-ce pas? D'accord, dans la tfila. Ouais, hein? Tu regardes chaque fois en bas et tout. Pour les trucs, les kavanot, dans Tishkon, et on avait vu d'ailleurs, je vous ai photocopié, le char à kavanot, c'est-à-dire c'est quelque chose, la plupart des gens n'ont pas l'habitude d'avoir accès à ce texte parce que c'est des textes de Kabbalah, mais c'est la source de la remarque qui est dans tous les Sidurim Sfaradim, donc ce qui est marqué qui commence par Tishkon, et après on a vu donc un texte de Manitou aussi, qui avait identifié Armilus Aracha avec 2 choses, c'est ça le scoop. Le premier, c'est qu'il avait dit que Armilus c'est Romelus, c'est-à-dire c'est la Rome, c'est Rome, donc le Mashiach ben Yosef est en danger à cause des Romains, ils sont fous ces Romains, et la deuxième chose qu'on a vue qui était encore plus scoopy, c'était que c'était romain. C'est-à-dire que celui qui aurait pu, s'il avait réussi, arrêter le processus Mashiach ben Yosef, qui d'après ce qu'on apprend, c'était le Yishuv, c'est-à-dire le retour en Israël, c'était donc les Allemands, c'est ce qu'ils ont essayé en 1942, ou je sais pas en quelle année c'était en 42, et la Lamenne c'était en 42. Ok, ben ça a l'air, de toute façon qu'il y a des gens qui connaissent ça mieux que moi, et donc qui l'ont vécu, moi, je suis post-trauma. Et donc, oui, c'est ça, carrément. Et donc, oui, c'est ce qu'on appelle la mortadelle. C'est mortel. Et donc, d'où la chaîne qui pleure. Et donc, arrêtez cette charcuterie. Et donc, il y avait. Et donc,
Rommel donc, a été arrêté, et c'est Rommel, c'est Armilus. Donc, Ma'aminim, on ne dit pas que c'est une Gematria ou que c'est un Siman Katan, Baruch Hashem Zachinu, que les choses pour lesquelles on priait depuis des centaines d'années ont été réalisées, qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a fait que Od Yosef Chai et qu'il a sauvé Mashiach ben Yosef puisqu'il a arrêté Rommel. Et à la fin, je vais raconter une belle histoire avec le Rabbi Yaakov Abuchatzira, le fondateur de la Shoshel, de la dynastie des Abuchatzira, non pas le Baba Saleh, son arrière-grand-père, je pense, quelque chose comme ça, qui en fin de compte a été enterré à la frontière, à Demanour, qui est juste devant El Alamein, et qui, d'après l'histoire que je vous ai racontée la semaine dernière, était là-bas exprès, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu l'a obligé à rester coincé là-bas alors qu'il voulait être enterré à Jérusalem, en Israël, pour qu'il soit Mélitiocher, pour qu'il aussi lui fasse la voda que les tzadikim font pour empêcher. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Tout ça, c'est un petit résumé de ce qu'on a dit la semaine dernière. Est-ce que vous avez des questions? Alors maintenant, en fin de compte, aujourd'hui, notre cours à nous, ça va être pour mieux comprendre les choses. C'est-à-dire que on peut dire que les deux questions, la troisième question, je la garde si on a le temps, mais les deux questions, c'est premièrement, pourquoi est-ce que ça doit être par Armilus, c'est-à-dire en enlevant Rommel, pourquoi est-ce que c'est Rome qui met en danger Yosef? Et la deuxième question, c'est, en fin de compte, et on va voir que de ce point de vue-là, il y a un autre aspect, c'est un petit peu au niveau, d'abord, la référence dans la Torah à cette idée de Od Yosef Chai, à part le passage de Od Yosef Chai. C'est pour ça qu'on a pris un chumash aujourd'hui. On va plus, j'ai pas fait une nouvelle photocopie parce qu'on va plus ouvrir le chumash pour regarder l'histoire. Et de manière générale, pourquoi est-ce que les choses doivent se passer de cette manière? D'accord? C'est-à-dire pourquoi est-ce que le temps de Géoula doit se passer avec une gzera, donc un décret tellement catastrophique qui est comme ça. Et en fonction de ça, on peut aussi mieux comprendre quelle est la chance ou la probabilité, ou plus la probabilité, ce qui a fait la xéra que Yosef meurt. Que le Mashiach ben Yosef meurt. Parce que quand on dit xéra, le Mashiach ben Yosef, c'est pour ça que dans le Tfila, on prie pour qu'il ne meure pas. C'est-à-dire dans le Tishkol. Et alors, en quoi essayer une Géoula, c'est quelque chose de bien. Donc pourquoi est-ce qu'on a aussi des choses comme ça qui doivent venir avec? Alors, et la dernière question. Ouais. C'est comme un enfantement. Ah voilà, ça c'est une des réponses, il y a fait. C'est-à-dire, comme un enfantement. Comme un enfantement. C'est une réponse de. Mais là on parle de l'homme. Quoi? Ouais. Oui, mais après il y a la chienne de c'est un passage, c'est un rapport. Oui, ça ce serait l'explication, et j'en ai parlé la semaine dernière, ce serait l'explication qui dirait que c'est pas grave si Mashiach ben Yosef meurt. C'est-à-dire, et comme je l'ai dit la semaine dernière, dans certaines manières d'étudier cette source du Mashiach ben Yosef, on prend pour argent comptant obligatoire ce qui est marqué dans la Gemara, et on dit le Mashiach ben Yosef va venir, il va faire ce qu'il a à faire, et ensuite il va mourir, et c'est pas grave, parce que de toute façon c'est un homme, ça lui arrive, et puis ensuite il y aura Mashiach ben David, c'est-à-dire que la mort du Mashiach ben Yosef, c'est le passage entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Maintenant, ce que je dis, si on a le temps, parce que comme aujourd'hui c'était à Sarah Betevet, c'était Yom HaKadish HaShavi, donc la semaine dernière, professeur Mandelbaum Shlita a posé, vous avez demandé ou affirmé, je ne me souviens plus, est-ce que l'événement de la Shoah fait partie de l'idée du décret de la mort de Mashiach ben Yosef, vous comprenez? Et a priori je l'ai réfuté, mais ça m'a trotté dans la tête pendant la semaine. Donc comme aujourd'hui on est motsé à Sarah Betevet Yom HaKadish HaKlali, si on a le temps, je dirais quelques mots dessus, en plus de ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est sûr que c'est des grands problèmes qui nous touchent et qui nous exactement. Alors, si vous me permettez, je vais vous donner tout d'abord, le cours il va être divisé en fait en deux parties. La première partie c'est des idées, c'est-à-dire les différentes explications possibles que j'ai trouvées sur l'idée même de la pensée que Mashiach ben Yosef puisse mourir. Et la deuxième partie c'est une étude, comme je vous l'ai dit sur texte, plus de références dans la Torah qui sont liées éventuellement avec ces différentes possibilités qui éventuellement se complètent ou éventuellement non. À un moment, vous avez dit qu'il fallait que peut-être la meilleure situation, c'était que Ben Yosef et Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David se réunissaient. Voilà, c'est pour ça que voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est pour ça que d'après le Gra,
c'est pas possible ce que vous dites. Et c'est ça l'idée de Od Yosef Rai. C'est pas Yosef Rai, et puis après, comme on dit en hébreu, Akushi, Asaed Shelo Akushi, Yachol Aleret, c'est-à-dire le nègre a fait son travail, le nègre peut aller se coucher. Mais que, au contraire, si jamais il y a et c'est ce qu'on est tout le temps en train d'apprendre, un yichud, c'est-à-dire un idéal qu'on a vu dans l'Haftara de la semaine dernière, le Vayou, le Achadim, Yadecha, que le Etz Yosef et Etz Yehuda soient ensemble, à ce moment-là, Yosef ne doit pas mourir, même si Ben David arrive, ma chère Ben Yosef, ne va pas mourir. C'est pour ça que c'est le premier fondement qu'il nous donne. C'est-à-dire, pour nous, c'est quelque chose qui est absolu. Et pour prendre au vol, donc l'autre possibilité, si je la traduisais en une conception, j'avais déjà dit cette idée dans une conception moderne de l'État d'Israël, on pourrait entendre certains rabbinim, avec lesquels nous ne sommes pas du tout d'accord, personne parmi nous, mais qui diraient, bon, le sionisme, c'est vrai, ils sont là, ils ont construit l'État, ils ont libéré les terres, ils ont fait monter tout le monde, c'est magnifique, maintenant ils peuvent mourir, on va enfin passer à la période messianique de Ben David, avec la Torah, la Teshuvah, le Beth Amikdash, ils ont fait leur travail, merci beaucoup, et maintenant vous pouvez partir à la retraite. Vous comprenez? Ça, ce serait une conception qui comprendrait comme ça que ma chère Ben Yosef a Tidlamit. Et comme on l'a expliqué, c'est pas comme ça, c'est tout ce qu'on est en train d'expliquer, donc, mais Od Yosef Rai, ma chère Ben Yosef, il va prendre. Alors, je vais vous donner 3 explications possibles. La première, on va prendre celle de Rachel. C'est l'explication qui, à mon avis, c'est l'explication du Gaon de Vilna lui-même. C'est-à-dire que d'après l'étude de tous les textes, parce que quand je vais vous donner les 2 autres, on peut se demander, le Gaon de Vilna lui-même n'explique pas forcément toutes les raisons, ça apparaît dans l'étude, mais il ne dit pas pourquoi, il ne pose pas la question pourquoi ma chère Ben Yosef devrait mourir. C'est-à-dire, il ne le pose pas de cette manière, mais partout c'est l'idée d'un accouchement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, est-ce qu'il est plus facile d'étouffer un bébé dans le ventre de sa mère, ou au moment où il vient de naître, ou est-ce que c'est plus facile de tuer cet enfant quand il est soldat Sayeret Matkal à 20 ans et qu'il se promène avec son Uzi? Quoi? Les Imratia. C'est évident, la réponse est évidente. C'est-à-dire que à partir du moment où la Géoula, elle vient à Kima, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'elle apparaît petit à petit, à ce moment-là, le problème, si elle apparaissait très vite, on avait déjà dit, on reviendra, ça comporte ses propres problèmes, c'est-à-dire ses propres difficultés. Mais dans la mesure où la Géoula, elle vient petit à petit, ça veut dire qu'au début, il est extrêmement frêle et faible, et donc en état de danger. En fait, je me souviens, on avait parlé au premier cours, quand on avait expliqué pourquoi c'était un sol. Vous vous souvenez pourquoi c'était un secret? C'était vraiment le premier cours d'introduction, où on avait dit que le Gaon de Vilna ne pouvait pas se permettre de révéler son enseignement à des gens non avertis, et en tout cas, il ne pouvait pas se permettre de le mettre sur YouTube à l'époque. C'est-à-dire, pour une raison technique que vous connaissez, il n'y avait pas. Mais Denis n'était pas là à l'époque. Mais il n'y avait même pas de mini-casselle. Et donc, mais c'est le problème du fait que chaque mouvement réveille aussi une opposition. Je ne vois pas où il est le sod, excusez-moi. Quoi? Je ne vois pas où il est le sod. Maintenant. Vous dites Gaon de Vilna ne pouvait pas. Et c'est sod. Le sod annonçait que ça commençait. Ça a commencé de son temps. Ça, sinon, les Ottomans et tout ça, ils auraient écrasé dans l'œuf toute tentative. Ouais. Et ça disons que même il y a 70 ans, 80 ans, on était encore en situation frêle. C'est-à-dire donc donc puisque c'est comme ça, donc c'est là que se trouve le danger de la fragilité du Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire, ça c'est une première explication. Cette explication, elle est donnée aussi par... elle est aussi, on peut dire qu'elle est expliquée par exemple par le Maharal dans Gvurat Hashem. Pour ceux qui ont étudié Gvurat Hashem, il y a marqué, le Midrash il dit que la sortie d'Égypte c'est que Obar Bim'eimo. C'est-à-dire, puisqu'il est marqué la vol, la kachatlo goy mikerev goy, c'est-à-dire de faire sortir un peuple des entrailles d'un autre peuple. Donc le Midrash dit quelqu'un qui sort des entrailles de quelqu'un d'autre, c'est une naissance. Et quand tu as une naissance, tu as un danger extrêmement grave, tu as une fragilité, il faut être, normalement de nos jours, avant c'était pas comme ça, mais en milieu hospitalier, avec tout ce qu'il faut pour protéger,
Et en tout cas, si on n'est pas comme ça, et qu'en plus, il y a des esprits malfaisants, et l'esprit malfaisant, de ce point de vue-là, c'est donc c'est Arminus Aracha, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à ce que ça arrive, à ce moment-là, il y a un danger extrêmement grand, et donc il faut prier pour que ça marche, et que ça réussisse, parce que sinon, ça risque de ne pas marcher. Alors vous me direz, alors si ça ne marche pas, c'est fichu. Non, il y a sûrement une autre manière encore. Oui, une autre manière, ou une autre fois. C'est-à-dire ça, j'en sais rien, je ne sais pas. Le Gaon de Vilna ne nous a pas donné les autres options. La preuve, c'est que lui, il est arrivé d'abord avec les 500 personnes, ensuite il y a eu entre guillemets les sionistes, après au fur et à mesure, il y a eu les Hassidim, etc. Il n'y a pas eu qu'une seule montée, quoi. Au fur et à mesure, chacun montait en pensant que c'était lui le... Oui, mais ça, c'est dans le sens positif. Hein. Oui, mais il n'y a pas eu de... C'est ça. Non, mais si un partait... C'était finalement avant les choses du Gaon de Vilna, il y a pas eu. Ouais. Même avant. C'est le code avant. Mais tout ça, c'est partie du même processus. C'est-à-dire le fait que chacun ait voulu récupérer le processus pour lui-même, ça c'est une histoire d'histoire. Mais au niveau du processus, depuis qu'il a commencé, il ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que Baruch Hashem, Mashiach ben Yosef, Chaim. Od Yosef Chaim. C'est-à-dire donc ce qu'on avait besoin. Les aliyah successifs, on peut dire c'est Kol Echad Bator. C'est Kolator. Et maintenant, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on arrive à un temps où, si c'est ça l'explication, et c'est l'explication, en tout cas, parce que quand après le Gaon de Vilna, on le verra, il parle disons, la difficulté de Mashiach ben Yosef, il parle toujours de son combat contre les Sitra Achra, les forces extérieures, et les forces extérieures en général, c'est toujours relié avec Esav ou avec Amalek. Donc, alors comme Amalek c'est le Heineken, comme on dit en bon français, le petit-fils de Ésaü, donc de Esav. Donc, de ce point de vue-là, on comprend très bien qu'il parlait, c'est pour ça que je veux dire qu'il parlait de la même chose. C'est-à-dire on est devant, en fait, la difficulté d'un processus qui commence. Et donc, c'est pour ça, alors, on peut poser la question à Kadosh Baruch Hu, alors pourquoi à Kadosh Baruch Hu tu n'as pas fait les choses différemment? Et ça, c'est ce qu'on est en train d'apprendre, qu'on a déjà appris, que non, que quand les choses commencent par un processus de Mashiach ben Yosef, il commence naturellement, il y a des raisons qu'on a déjà vues et qu'on verra encore, et à ce moment-là, les choses se passent petit à petit. Et quand les choses se passent petit à petit, on a vu dans la Gemara Sanhedrin la différence entre le Mashiach qui descend sur son nuage, ou bien le Mashiach Ani Rochev al-Chamor qui avance sur son âne, et à ce moment-là, c'est petit à petit. Oui. Alors quand c'est petit à petit, il y a la difficulté énorme du petit à petit, ce qu'on appelle Ikveta de Meshicha, ce qu'on a appris, c'est-à-dire les petits pas. Alors c'est vraiment une difficulté, c'est une difficulté de mener à bien, d'autant plus qu'il y a des forces d'opposition énormes. Voilà, ça c'est la première explication des choses. De ce point de vue-là, de nouveau, c'est pas la Shoah, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est inhérent au sionisme, c'est-à-dire au retour en Israël. C'est le Yishuv en Israël qui risque, Dieu nous en préserve, d'être en danger puisque les choses se font petit à petit. C'est-à-dire, donc ça c'est la première explication. La deuxième explication, c'est à mon avis, c'est l'explication de Rav Kook dans le Mispet. Vous connaissez, c'est quand l'Espet qu'il a fait sur Herzl, et il parle de Mashiach ben Yosef, et il lui fait son Espet, c'est-à-dire qu'il sous-entend, d'ailleurs, il commence par citer la Gemara de Souka, qu'il y a eu ici un échec, parce que Herzl est mort. C'est-à-dire, donc, pas dans le fait qu'il, je me souviens plus s'il est mort de quoi, il est mort de maladie, il est mort d'épuisement. Donc il y avait quelque chose, et aussi, pour lui aussi, de non-soutien, c'est-à-dire que le Rav Kook considérait qu'il y a eu un manque de soutien de la part du peuple juif en général, d'enthousiasme et de soutien. On ne peut pas venir on ne peut pas reprocher au Goïm de ne pas l'avoir soutenu, mais le fait que le peuple juif était resté relativement sourd aux appels de Herzl, comme vous le savez, vous avez tous appris un peu l'histoire du sionisme. Donc, de ce point de vue-là, il a fait allusion, quand il a fait le Espet, donc l'oraison funéraire de Herzl, il a commencé par le fait que le Mashiach ben Yosef, oui. Funèbre. Funéraire, j'ai dit funèbre. Ah, je savais pas. C'est-à-dire que d'ailleurs, bon, on peut dire Espet comme ça. Ouais. On comprend quand même. Ouais. C'est plus simple.
Et de ce point de vue-là, la première chose, pour expliquer ça, hein, c'est que la difficulté, c'est pas, alors je vous explique, c'est pas la fragilité et les forces contraires, d'accord? Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est le principe même du passage d'un changement entre un temps et un autre temps. C'est-à-dire, et là, je vais vous donner l'explication telle que je la comprends. Hein. Il n'y a pas de garantie totale sur l'interprétation dans le Mispel de Herzl, mais telle que je la comprends, la difficulté, c'est d'être capable de passer d'un stade à l'autre sans avoir besoin de faire disparaître celui d'avant pour pouvoir faire passer celui qui est après. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas des forces d'opposition parce que c'est doucement ou parce que c'est fragile. C'est le problème de savoir comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir besoin de faire disparaître le précédent pour pouvoir passer au suivant. C'est-à-dire, alors, de ce point de vue-là, oui. Non, surtout qu'on apprend dans Genèse toujours qu'il faut que les choses se détruisent pour qu'elles renaissent. Où est-ce qu'on apprend ça? Le zéra qu'on met dans la terre qui se décompose, et après de là sort souvent on utilise cette idée-là. Il faut passer par un stade de destruction, de déconstruction pour restructurer. D'accord. Et on avait déjà aussi parlé de ça, c'est-à-dire que est-ce que les processus sont des processus évolutifs ou révolutifs? C'est-à-dire est-ce qu'il y a ici révolution, et s'il y a révolution, alors il y a automatiquement destruction. Tout, on a vécu au XXe siècle surtout. C'est au XXe siècle, oui. Des révolutions, oui. C'était à longtemps. Et donc, et ces révolutions, il y a eu une destruction du monde précédent qui était avant. Et là, c'est là que le Rav Kook parle de la Mashiach Ben Yosef chez le Yamout, c'est-à-dire quand on doit passer de Ben Yosef, justement, à Ben David. C'est-à-dire que la prière était que ça puisse se faire de manière de transition harmonieuse où ce qui était avant puisse aussi rester pour ce qui est après. Et ça, c'est une difficulté qu'on rencontre aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que si la vieille garde, j'ai expliqué ça en termes un petit peu plus sociologiques et psychologiques, si la vieille garde, en fin de compte, s'oppose à tout progrès au nom de ses valeurs à lui, d'accord? C'est-à-dire que, et ses valeurs à lui sont déjà devenues sclérosées, parce que tant qu'il était nouvelle garde, ça allait, ça avançait. Mais à la fin, il s'accroche. Plus il s'accroche, plus on va être obligé, on pourrait dire en bon français, de les dégommer, c'est-à-dire de les évacuer pour pouvoir être capable de faire avancer l'histoire. Et il dit que ça, c'est un des drames, on pourrait dire, de l'histoire, et que justement, comme à Cher Ben Yosef, l'autre Sarich Lamout, alors il faut savoir qu'il faut faire très attention à ce qu'il faut pour que Mashiach Ben Yosef lo yamut, c'est-à-dire qu'il risque et il ne faut pas, parce que c'est une valeur, parce que sinon, pour revenir, cette valeur est tellement importante qu'il faudra que le Mashiach Ben David, je dirais, fasse revivre le Mashiach Ben Yosef, il faudra attendre qu'il y ait un nouveau Mashiach Ben Yosef qui est capable de faire l'harmonie avec Mashiach Ben David pour que les choses se passent bien, sinon, ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire, tout le monde a connu ça dans toutes sortes de, aussi, même je sais pas, dans des entreprises, etc., où des fois on est obligé de renvoyer les anciens pour pouvoir permettre aux nouveaux de passer, etc. Et il y a une perte évidente de tout ça. Et alors, si cette perte est très importante, alors il y a quelque chose qui est raté. Je vais vous donner un exemple de cela, parce qu'en fin de compte, le problème se pose aussi dans le passage entre la Galoute et Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire que tous les passages sont dangereux. C'est-à-dire que le passage de Galoute à Géoula comporte ce problème, le passage du Shlav de Mashiach, du niveau de Mashiach Ben Yosef à Mashiach Ben David comporte ce problème, etc., etc. Quel est le problème? Le problème, c'est d'être capable d'intégrer les valeurs positives de ce qui a été fait en temps de Galoute dans la Géoula, et non pas de faire une Géoula qui rejette complètement toutes les valeurs. Vous avez compris de quoi je parlais? Je parle du problème au niveau du sionisme, justement, qui est Mashiach Ben Yosef, de son impossibilité d'intégrer les valeurs du judaïsme de Galoute. Donc il a fallu qu'il fasse qui tranche complètement, mais qui est un rejet total, pour pouvoir dire, s'il n'y a pas de rejet total, on n'est pas capable de construire ça. Il faut être Shmutznik, fils de Rav à Varsovie, pour pouvoir construire le pays. Shmutznik, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la Shomer Hatzaïr. Vous connaissez cette
Qu'est-ce que c'est un schmoutzik? Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est comme ça. Pourquoi vous ne connaissez pas ça? Non, mais schmutz. Schmutz, c'est Hashomer Hatzei. Oui, mais schmutz, c'est aussi en yiddish. Pourquoi ça veut dire que ça sent pas bon? Ah, je savais pas. Moi, je croyais que c'était ici. Voilà. Ah, je savais pas. Alors, je retire ce que j'ai dit. C'est un terme. Moi, je savais pas. Alors, je retire ce que j'ai dit. Parce qu'en Eretz Israël, on parle comme ça, mais la plupart des gens ne savent pas qu'il y a un côté qui est péjoratif. Il devait le savoir. Exactement. C'est pour ça qu'on dit presque d'Itania qu'on dit Veshiv Levavot Albani, Velev Banim Alavotam, c'est-à-dire que c'est ce que Manitou disait, c'est-à-dire qu'il faut ramener les cœurs des pères sur les fils et les cœurs des fils sur les pères pour que la Géoula puisse se passer comme il faut. Et on a vu que ça ne se passe pas comme ça tellement facilement en général, ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de constante de cette difficulté. Alors regardez, dans le Zohar, je ne vous ai pas photocopié le Zohar Kadosh, je vous ai donné la référence pour ceux qui le veulent. Bon, il s'est marqué dans la dernière ligne du Shara Kavanot, Rayem et Imana, Parashat Kitetse, Dafre Shain Vav Amud Bet. Donc la référence est notée tout en bas du Shara Kavanot. Là, le référence, c'est page rallye. Voilà. Et donc, dans le Shara Kavanot, il parle du fait que celui qui prend en charge le Mashiach Ben Yosef pour qu'il ne meure pas, c'est Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire avec le problème du Egel Hazahav et du Erev Rav. Alors, a priori, ça n'a aucun rapport, c'est-à-dire, mais si vous réfléchissez à cette explication, c'est un rapport qui est très clair. Pourquoi Moshe Rabbeinu, ça c'est le nouveau du Manitou, pourquoi Moshe Rabbeinu a tenu à prendre le Erev Rav? Hachem lui a dit, ne prends pas le Erev Rav. C'est-à-dire, le Erev Rav, ça va te faire des histoires, d'accord? Et en effet, ça nous a fait des histoires. La première histoire, c'est le Vaudor, c'est-à-dire que d'après l'explication classique de Rashi, c'est le Erev Rav qui ont commencé à faire tout le balagan du Vaudor et qui ensuite ont attiré aussi les Juifs dedans. Vous vous souvenez de ça, d'accord? Alors Manitou nous a expliqué que pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu voulait prendre le Erev Rav? Parce qu'il voulait que la sortie d'Égypte se passe avec l'intégration dans le processus de Géoula d'un processus universel. C'est-à-dire que ce qu'on peut sortir d'Égypte au niveau de l'humanité, dans un processus de Géoula, sortent avec nous. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne les prends pas, ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire que l'histoire universelle n'est pas prête à enclencher un processus de Géoula. Ils ne sont pas prêts. Moshe Rabbeinu a dit, non, je les prends quand même, parce que je rêve de ça, c'est-à-dire que ce soit vraiment une Géoula universelle. Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est ton peuple, c'est pas le mien, tu en fais ce que tu veux et tu verras les résultats. L'ech red kishichet amecha, ce qu'on a lu aujourd'hui dans Kriyat Torah. Non, je ne sais pas si on l'a lu. Si on l'a lu. C'est-à-dire, donc, et amcha velo ami, c'est-à-dire c'est ton peuple, c'est ta décision. Et on voit ici que de nouveau, il y a cette volonté d'intégrer ce qu'il y avait avant dans le processus d'après, d'accord? Donc on peut comprendre pourquoi est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui a fait ça, qui a pris cette responsabilité, qui dit je prends sur moi la responsabilité, oui, de prier et de faire ce qu'il faut pour que Mashiach Ben Yosef yamout au moment où on passe au stade suivant. Là, c'est vraiment un mauvais à l'époque. Oui, c'est un mauvais exemple parce qu'Hachem lui a dit de ne pas le faire parce que ce n'était pas le bon moment. Mais quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais la difficulté reste toujours là, même. Alors, de ce point de vue-là, la difficulté, elle existe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on la connaît. C'est-à-dire qu'on a une espèce de résistance énorme. Moi, je vous avais dit, c'est marqué dans le texte qu'on a vu, que d'après Manitou, depuis la guerre de 67, on est en train de passer au temps de Mashiach Ben David. Vous vous souvenez Manitou a affirmé ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on est déjà, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein. On n'est pas encore dans un Mashiach Ben David accompli, où on voit les oppositions terribles à tout processus on pourrait dire, de judaïsation de l'État d'Israël, les oppositions qui se font, les informations qui sont Mezahazei Moti à propos de ce qui se passe avec les jeunes enfants, les jeunes qui se font torturer, prouvent que c'est très profond. C'est quelque chose de voulu, de programmé, de réfléchi, toute la nomenclature, les mots qui sont utilisés, etc. Tout ça, ça fait partie de l'expression du mouvement sioniste, on pourrait dire clérique et laïque, de s'opposer à des choses qui vont de là. Je ne rentre pas du tout dans des questions précises, particulières. Je parle d'une analyse globale des choses, et qui est à mon avis claire. Je parle des jeunes qui sont dans les... qui se font...
Dans les martéfot du Shabbat. Et c'est incompréhensible. C'est peut-être compréhensible que si on voit que c'est des problèmes de grande force qui s'opposent à ce niveau-là. Donc, ça c'était la deuxième explication. Et la troisième explication que je vous propose, c'est celle du Rav Kook dans Orot, page Kouf Samir, 160. Page 160 dans le livre de Orot, je ne voulais pas photocopier. C'est là. Non, je le cite BLP. Je ne l'ai pas photocopié exprès. Le Rav Kook dans Orot dit que le Mashiach ben Yosef, il sous-entend que d'un point de vue, il va mourir. C'est-à-dire, alors c'est là où c'est un petit peu en difficulté, parce que Manitou a repris le Gaon de Vilna, qui a repris le Hari, qui a repris le Zohar, qui a dit que bien qu'il y a marqué dans la Gemara qu'il va mourir, alors pour nous, il ne va pas mourir. Et dans Rav Kook, ça m'étonne beaucoup. Personnellement, j'ai lu beaucoup de fois lu le passage du Rav Kook parce que j'arrive pas à le digérer à cause de tout ça. J'ai rencontré Rav Cherki qui m'a dit non, c'est une marloquette entre le Gaon de Vilna, donc la Torah et le Rav Kook, et il soutient Mordicus que oui. Je vais vous expliquer comment. C'est-à-dire, mais d'après ce texte du Rav Kook, bien que de nouveau, c'est pas la même chose que ce qui est marqué dans le Espet, c'est différent. C'est rare, non, parce que c'est complexe. C'est-à-dire que quand on dit, alors on parle d'une partie du processus qui risque de mourir. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Je dis que j'arrive pas, mais je peux essayer de l'expliquer de cette manière-là. C'est que, comment va faire le Rav Kook pour expliquer ça? Il va reprendre la Gemara qu'on a vue la semaine dernière. Je vous le rappelle pour ceux qui étaient là ou pour ceux qui n'étaient pas là. D'accord? Dans la Gemara de la semaine dernière, il y avait une marloquette pour savoir qu'est-ce qui va mourir. Vous vous souvenez qui c'était? C'était... Oh oui, voilà, il y a fait le Yetzer Hara ou bien le Mashiach ben Yosef. D'accord? Yetzer Hara, parce qu'il y a marqué qu'à un moment, à Kadosh Baruch Hu, il va charcuter, il va tuer le Yetzer Hara. Je vous rappelle la Gemara, donc on a vu la semaine dernière, qui est photocopiée ici, et que les gens vont pleurer. Et c'est de là qu'on avait appris ce que la Gemara voulait apprendre, c'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu va tuer le Yetzer Hara, alors les tzadiki vont pleurer, les réchaïm vont pleurer, tout le monde va pleurer, et la Gemara demande, vous vous souvenez, ça la demande pourquoi? Les tzadikim pleurent parce qu'ils disent quoi? Une tellement grande montagne, et on a réussi à la vaincre, et les réchaïm disent, ils pleurent parce qu'ils disent une telle petite ficelle de rien de tout ce petit fil-là, et on n'a pas réussi à avoir un filon pour pouvoir être capable de se battre contre lui et de ne pas tomber dans les Yetzer Hara. Alors voilà, ça c'est la Gemara. Mais où est-ce que le Rav Kook l'amène, cette chose-là? Il dit que tu t'imagines que le jour où on va passer au Olam Haba, parce que quand il n'y aura plus de Yetzer Hara, c'est le Olam Haba, tout le monde, on va être heureux d'avoir fini avec notre vie d'ici-bas, c'est-à-dire avec le temps d'histoire, notre temps d'histoire, pas du tout. C'est-à-dire que, en fin de compte, pour pouvoir passer, je répète, et là c'est un peu le contraire de ce que j'ai dit la fois d'avant, mais il faut faire la part des choses entre les deux. C'est-à-dire que c'est impossible de passer à quelque chose de totalement nouveau sans être obligé de laisser tomber. Comment ils font les serpents? Ils laissent leur... Ils font la nuit, d'accord. Une nuit, d'accord. Alors donc, ils laissent tomber leur clipa qu'il y avait avant, leur peau qui était avant, qui les servait, ils en avaient besoin. Mais ils sont une nouvelle peau. Et dit le Rav Kook, il faut quand même réfléchir à ça. C'est que quoi qu'il en soit, d'accord, on doit laisser des choses... Quoi? On doit laisser des plumes, on doit laisser des choses qu'on a traînées pendant 2000 ans, par exemple, ou des choses qui étaient extrêmement importantes et qui étaient notre sens de vie même, notre sens de vie juive, d'accord, et qui aujourd'hui c'est plus ça, d'accord. La vérité, si vous réfléchissez, il y a des choses qu'on a laissé tomber. C'est-à-dire, il y a des choses... Quoi? Pardon, de la galoute. De la galoute. Même des trucs qui faisaient que c'était notre judaïsme. Et aujourd'hui, quand on le regarde, pour nous, c'est plus du judaïsme, c'est de la galoute, c'est triste, c'est dépassé, c'est fini. Mais c'était ça, le geschmack, c'est ça qui donnait le goût à la vie juive quand on était dans la vie d'auparavant. C'est-à-dire que c'est comme ça que le Rav Kook dit, Mashiach ben Yosef, chez Yamout. Alors je répète, quelle est l'idée essentielle qu'il a dit? C'est la comparaison avec le Yetzer Hara. C'est-à-dire, ça nous semble tellement facile de laisser tomber le Yetzer Hara, et la Gemara, qui est plus réaliste que nous, elle nous apprend que c'est pas vrai, ce ne sera pas facile. C'est parce que ça va nous obliger à renoncer, à faire un renoncement à énormément de choses qui venaient avec, et qui étaient des choses qui étaient positives pour nous, et qui nous faisaient vivre, et on est obligé de faire un renoncement pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, dans le fond... Dans le Yetzer Hara, il y a quoi?
positive aussi dans le Yetzer Hara. Ah oui, bien sûr, c'est ça qui nous fait vivre. C'est le Yetzer, voilà. Et c'est pour ça qu'on dit, les Rechaïm, les tzadikim prennent conscience de tout ce que ça leur a donné, et les Rechaïm, ils prennent conscience qu'ils auraient pu tellement plus facilement ne pas tomber dedans, etc. Mais chacun il prend conscience des choses. Alors voilà. Donc, entre la deuxième et la troisième explication, on a dit des choses qui sont a priori, qui sont un peu contradictoires. Hein. C'est-à-dire que, et puisque je l'ai cité au nom de Rav Kook, ça veut dire que les deux choses, ils se complètent. C'est-à-dire qu'il y a un peu de ça, et il y a un peu de ça. Alors du coup, il ne va pas mourir. Voilà. Donc, on est tout content, parce que le Mashiach ben Yosef, lo yamut. La difficulté, et si je résume les choses, c'est comme ça. La difficulté, selon la première explication, c'est la difficulté des débuts, d'accord, avec toutes les oppositions énormes qui s'opposent à ça. Et la difficulté pour la deuxième et la troisième explication, c'est la difficulté de situation de passage. C'est-à-dire de passer d'un temps à un autre, c'est quelque chose qui comporte énormément de difficultés et qui comporte aussi un risque de perdre des bonnes choses, si je résume les choses, ou une volonté de garder les mauvaises choses, d'accord? Et l'impossibilité, la vérité, d'être capable de manière précise de faire le tri entre tout ça, d'accord? C'est-à-dire que souvent, les choses comme ça, ouais, dès qu'on s'en va, on ne sait pas faire le tri, c'est à nos enfants de la patrie. Ouais, il n'y a pas de tri, c'est-à-dire, on ne sait pas exactement comment on fait le tri. Quel? Non, c'est juste pour commenter ce que vous dites, c'est tout. Oui. Je prends un exemple. Ouais. Les Juifs, par exemple, de France, ils ne veulent pas sortir parce qu'il y a une explication religieuse. C'est je ne veux pas quitter ma communauté. Ouais. Ah, voilà. Une communauté, c'est une notion de galoute, parce que les Juifs ne pouvaient pas survivre s'ils n'appartenaient pas à une communauté. Ouais. Ils vont venir ici, alors de faire le pas, c'est la deuxième explication, faire le pas pour quitter la communauté, c'est un grand pas, et il y a beaucoup de gens qui sont incapables de le faire. Il y en a qui viennent, et alors ils essayent de retrouver une communauté ici. Par exemple, chez nous, à Givat Mordechai, il y en a qui ne vont pas quitter la synagogue marocaine, pour aucun prix. Et ils vont dans la synagogue marocaine de Givat Mordechai. Il y en a d'autres qui vont dans différentes synagogues, parce qu'il y a des synagogues de tous les genres. Et ça, c'est laisser tomber quelque chose. Mais d'un autre côté, c'est un renouvellement. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple, parce qu'on a tous vécu. C'est-à-dire cette communauté, ici on n'a pas la communauté, mais en fait on a Am Israël, c'est-à-dire qu'on peut recréer une communauté, on doit recréer, c'est-à-dire mais c'est pas la même chose, il y a fait également. D'accord. Alors, ok, donc c'est un très bon exemple. Maintenant on va passer à la deuxième partie du cours. La deuxième partie, c'est les sources de la Torah, tout ça. Alors si vous voulez, on va commencer avec quelque chose d'un petit peu étonnant. Parce que si jamais, au début j'ai parlé des forces extérieures, Sitra Achara, et Bichla, quand on a étudié la semaine dernière, on a vu que c'était Armilus, donc on parlait des Romains. Et en fait, quand on réfléchit à nos références, et les références, on est tous dedans puisque c'est les parachiotes de cette semaine, des 4 dernières semaines, puisque c'est le conflit entre Yosef et Yehuda. Et à ce moment-là, on se rend compte que Yosef est tout le temps en danger de mort. Si vous réfléchissez, c'est-à-dire la Xéra sur Yosef chez Yamut, c'est marqué clairement dans la Torah. On verra qu'on va avoir plein de références des psukim de la vie de Yosef pour pouvoir comprendre le Mashiach ben Yosef. Le Rav Kook le fait dans le Mispel, et le Gaon de Vilna le fait tout le temps dans le livre, mais pas à propos de ça. Il le fait à propos d'autres choses. Par exemple, dans la page suivante du collator, il dit, vous ne l'avez pas, non, c'est pas photocopié, c'est dans le livre, il y a un des principes Asa Vitzliach. C'est-à-dire quand il fait, ça marche. C'est-à-dire que si c'est temps messianique, ça marche. Et bon, c'est Kol Asher Hu Oseh, Hashem Matzliach Beyado. C'est-à-dire il y a marqué que chez Yosef, chaque chose qu'il entreprend, Hashem fait qu'il a une réussite extraordinaire. Hashem Matzliach, c'est Ish Matzliach. C'est-à-dire il était Djerbaïak, Yosef. Donc Hashem Matzliach Beyado, Vayi Yosef Ish Matzliach, c'est-à-dire la réussite. Alors ça c'est un exemple, par exemple, qui n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train d'étudier, qui montre comment est-ce qu'on prend référence dans l'histoire de Yosef Hatzadik et qu'on le transplante dans la compréhension de notre temps. Il y a d'autres éléments, on en a l'habitude, par exemple, justement... C'est pas un danger de mort. Quoi? Ah non, j'ai dit justement, c'est un exemple totalement différent. Maintenant, de nouveau, si on veut reprendre la question à zéro, parce que là j'ai donné des idées pour expliquer la question, mais si on ne veut pas l'étudier au niveau Marshava,
mais au niveau exégétique, c'est-à-dire au niveau de la compréhension de la Torah, on se rend compte qu'en fin de compte, l'idée qu'il y a une xéra, que Yosef doit mourir, ou risque, non, de nouveau je corrige, que Yosef risque de mourir, si je vous demande maintenant, dites-moi où c'est marqué dans la Torah, mais c'est évident, d'accord? La première fois qu'il risque de mourir, c'est vous? Oui, mais c'est avant, c'est quand il décide de le tuer. C'est-à-dire que si jamais Reuven ne l'avait pas sauvé, d'accord, il était mort. Donc il était en train de mourir. C'est-à-dire il était jugé comme condamné à mort par ses frères, et ses frères ont décidé de le tuer. C'est pas qu'ils l'ont, comme on s'attendait, Auto, oui, il le haïssait, donc il disait t'es pas beau, tu es moche, t'es bête, etc. Non, c'était une vraie... ouais, c'était pas une querelle, voilà. Une querelle d'enfants. C'est-à-dire c'est une guerre d'adultes dans laquelle il y a décision de tuer Yosef. Alors ça c'est une première fois où Yosef est en danger de mort. Donc Yosef, il faut prier très fort pour Yosef chez Loyamout. Deuxième fois, quand il est jeté au bord, c'est-à-dire ah mais d'abord bord, d'abord, ouais. D'accord. Oui, mais ils ont décidé de le jeter après avoir décidé de ne pas le tuer. Ma betsakinao getachenu. C'est-à-dire le truc, mais le couteau là-bas. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'ils savaient qu'au fond du bord, il y avait des scorpions et des serpents ou non? C'est une discussion entre les Chachamim de savoir est-ce qu'ils ont regardé ce qu'il y avait au fond. Parce que le Pasuk nous dit va borek ein bomai, et la Gemara dit il n'y avait pas d'eau dans le puits, mais nechashim akramim yeshbo, il y avait des serpents et des scorpions. Donc, il était, en fin de compte, il y a eu un deuxième miracle, il aurait pu mourir à ce moment-là. Troisième fois, vous avez dit c'est quoi? C'est Potiphar. De toute façon, logiquement, un esclave en Égypte, comme n'importe où, il est en danger de mort, il n'a personne qui le protège, il est tout le temps en danger de mort. Avec la femme de Potiphar, le Midrash nous dit que la femme de Potiphar voulait le condamner à mort et que je ne me souviens plus qui c'est qui l'a sauvé. C'est-à-dire que dans le Mishpat, dans lequel il était mis en prison, il était condamné à mort. C'est-à-dire par la femme de Potiphar. Vis-à-vis de son mari, il ne fallait pas... Non, il y a un autre Midrash qui dit qu'au contraire, elle avait dit qu'il fallait mieux le garder parce qu'elle voulait retourner. Elle voulait récupérer. Alors c'est le mari qui voulait. Alors peut-être que je me suis trompé, peut-être c'est son mari. C'est un Midrash, encore un Midrash, ça fait un Midrash entier. C'est sûr que si elle voulait le garder, le mari voulait la tuer. Voilà, c'est ça, ça va ensemble. Bien que non, d'après le Midrash, les deux voulaient le garder, et Potiphar et Potiphar. C'est l'argument de la femme de Potiphar, c'était du point de vue économique, il vaut mieux garder le bébé, de ne pas le tuer, et comme ça, elle allait, d'après le Midrash, elle allait tous les jours essayer d'obtenir ce qu'elle voulait. En tout cas, il y avait des gens qui voulaient le... Non, c'est-à-dire, je n'ai pas revérifié les Midrashim, mais disons qu'il est en danger de mort à ce moment-là, et ensuite... Quand tu l'as oublié. Quoi? Ah oui, quand le ministre l'a oublié, combien de temps il est resté en tout? 2 ans. Oui, 2 ans, mais avant, 12 ans. 12 ans. 10 et 2. Oui, 10 et 2. Et ensuite, il y a encore d'autres. C'est-à-dire, par exemple, le Or HaChaim HaKadosh nous dit que pourquoi est-ce que Yosef n'a pas prévenu son père? Parce que s'il avait prévenu son père et que les frères l'avaient su, il serait venu et il l'aurait tué. Il l'aurait liquidé. Donc il ne pouvait pas se permettre. Ça, c'est le Or HaChaim, c'est pas marqué dans le Chazal. Aussi, c'est parce qu'il a pas voulu aussi que son père maudisse. Oui, ou bien le contraire. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, il avait. Mais même un Vaïgash Yehuda, voilà. Je veux dire. Et quand Yehuda s'est approché de lui. Oui, et qui Kamocha que Pharaon, je vous rappelle. Voilà, et que Rachid dit, Kamocha que Pharaon, que si jamais tu n'es pas d'accord de libérer Binyamin, on t'élimine. On me dirait, il ne savait pas que c'était Yosef, mais n'empêche qu'il était prêt à éliminer Yosef inconsciemment, oui, ou consciemment. Et il y a même plus que ça, c'est que si on prend l'étude de tout le texte, on voit qu'il y a un non-dit, c'est-à-dire que quand Yaakov parle, quand les frères parlent, ils disent jamais qu'il est mort. Qu'est-ce qu'ils disent? Chayara Chalatu Yosef Enenu Tarov Toraf Yosef. D'accord? Mais il n'y a pas marqué Yosef Met. J'ai pas vérifié, mais à mon sens, il y a une seule fois. J'ai pas vérifié s'il y avait avant. C'était dans la paracha de Vaïgash, dans la semaine dernière. À quel moment il y a quelqu'un qui dit qu'il est mort? C'est Yehuda. Il dit Ve'achiv Met. Et ça m'a frappé cette année. Qu'il dit Ve'achiv Met. Or, jusqu'à maintenant, on ne disait pas. Alors Rachid nous dit pourquoi? Parce qu'il a dit si jamais il ne dit pas qu'il va mourir, alors Yosef va lui dire de la nuit. Mais en fin de compte, ça c'est un certain niveau de compréhension des choses. Voilà, un niveau plus profond, il l'a tué à ce moment-là. Pour lui exister, David. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Pikuach Nefesh, il faut absolument sauver tout ce qu'on peut, et il faut tuer Yosef pour
C'est-à-dire, je parle au niveau de l'inconscient, il sait que celui qui est en face de lui, c'est Yosef. Il sait que c'est ou lui ou Yosef. Donc il faut que Yosef meure pour que Yehuda et Binyamin soient vivants. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a marqué que Ve'achiv met. Donc, en fin de compte, si on réfléchit à ça, on voit que la précarité de la vie de Yosef est permanente. C'est-à-dire, ça c'est un point qui est extrêmement important. Bon, maintenant, première remarque, mais je ne vais pas en parler tout de suite, je vais le garder pour un tout petit peu après, si vous suivez bien le développement des choses. Là, on a une difficulté par rapport au Sha'ar HaKavanot. Pourquoi? Parce que dans le Sha'ar HaKavanot, on nous dit que qui est-ce qui doit le tuer? Armilus, qui est un Goy. D'accord? C'est-à-dire, c'est un Romain. C'est-à-dire, et ici, qui sont ceux qui veulent le tuer? C'est frères. Donc, on a une autre version de la Xérat al-Mashiach, c'est-à-dire, on a un autre danger que le danger extérieur. C'est-à-dire, vous voyez? Peut-être le danger de ses frères est plus grand que le danger d'extérieur, en fait. Le danger de ses frères est plus grand que le danger de l'extérieur. Voilà, ça c'est un jugement entre les deux. Mais ceci dit, c'est un enseignement clair et net. C'est-à-dire que après, dans la deuxième partie de la deuxième partie, dans la suite, je vais essayer de remettre toutes les pendules à l'heure et d'expliquer le lien entre ce danger et le danger d'Armilus Aracham. C'est-à-dire que d'expliquer les choses, d'avancer un petit peu. Mais au niveau de l'analyse, on remarque qu'il y a un danger qui est très grand. Et de ce point de vue-là, si on prend les deux expressions que j'ai citées au niveau de Rav Kook, d'accord, elles correspondent aussi à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que la première explication que je vous ai donnée au niveau du nouveau-né qui, en fin de compte, insiste sur le fait qu'il y a des esprits malfaisants qui sont extérieurs. Mais par contre, selon les deux autres explications, c'est quelque chose qui est intérieur au peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté dans le peuple juif de faire attention à ce que Yehuda ne tue pas Yosef et que Yosef ne tue pas Yehuda. Mais remarquez que il n'y a nulle part marqué clairement, je ne parle pas des Midrashim, c'est-à-dire, mais il n'y a nulle part marqué clairement que Yosef veut tuer Yehuda, ou que Yosef veut tuer ses frères. D'accord? Au contraire, on connaît tous l'enseignement de Rav Kook et de Manitou qui dit Vayaker Yosef et Echav, Vemlo Ikira. C'est-à-dire que Yosef reconnaît la fraternité avec ses frères, mais par contre, ses frères ne reconnaissent pas Ad Kedé jusqu'au point où ils sont prêts à le mettre à mort. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a une importance du dernier pasouk du Chumash, en fait, du fait qu'il était embaumé? C'est-à-dire que en fait, Yosef, il reste d'une certaine manière... L'omet. Ouais. Ouais, il a fait. J'ai jamais pensé à ça, mais pourquoi pas? C'est-à-dire, on peut. Ouais. D'accord, oui. Sur ce point-là de Joseph, le Rabbi Simcha Bunim, quand il commande le pasouk, c'est marqué que les frères se sont révélés, ils ont demandé pardon, ils ont demandé de ne pas le tuer. C'est marqué Vayevk, il a pleuré. Oui. Il a pleuré, là. Alors le rabbi il demande pourquoi il a pleuré. Alors en vérité, il dit comme ça, c'est que les frères avaient toujours peur qu'eux, ils vont être rejetés et lui, il va être choisi comme le Chelek Hashem, le Ségoula. Et lui aussi le pensait. Lui, il pensait aussi qu'il a été choisi. Et qu'après, quand il y a eu les brachot, et que Yaakov a donné des brachot à tout le monde, et que c'est marqué que l'école, les filles Birkato, etc., alors donc il a vu que tout le monde était choisi, pas seulement lui. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. C'est-à-dire que le péché de Yosef, c'est parce que là, dans toutes vos explications, Yaakov est sans péché du tout. Le péché des frères, c'est d'avoir voulu le rejeter pour être eux-mêmes Avdei Hachem, comme c'est marqué dans le Passouk. Mais lui, son péché à lui, c'est que lui aussi il croyait ça. Ah oui, c'est ça. Alors il croyait que lui, il était supérieur et que les autres n'ont pas choisi. Oui, Zénachon, c'est tout à fait vrai. Il a vu que finalement Binyamin, il était avec Yehuda, il n'était pas avec lui. Ouais, c'est ça. C'est ça, et il a vu que finalement la banqueroute, elle était vers Yehuda et pas lui, c'est ça qu'il a pleuré. Oui, aussi, éventuellement. Mais il y a tous les conflits et les rapports de force. Mais le conflit, le fait que le conflit soit des deux côtés, c'est évident. Le problème, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que dans le rapport de force vu par la Torah, je ne parle pas vu par notre higayon, notre logique à nous, elle nous raconte quand même toujours que celui qui se fait avoir, on pourrait dire entre guillemets, c'est comme Yosef. C'est-à-dire bien sûr qu'il essaie de faire ou qu'il veut faire ce qu'il a à faire, mais c'est lui qui est en danger. C'est ça le point qui nous relie avec ce qu'on est en train d'apprendre sur Od Yosef Chaim. Alors, pour bien comprendre ces choses, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je repose la question. Pourquoi est-ce que Yosef est plus en danger
que ses frères. Alors là, je vais vous livrer encore une sous-analyse, puisque si déjà, maintenant on le fait au niveau de l'étude des textes, et on est tous dedans, on a l'habitude et on connaît les enseignements. Il y a une grande stira dans l'enseignement de Manitou, je ne sais pas si vous savez, et qui nous concerne aussi ici, c'est qu'il y a énormément d'enseignements de Manitou où il nous dit, et vous me confirmerez, qui dit que Yosef c'est le juif de Galout et Yehuda c'est le sioniste. Vous connaissez ça? D'accord? Or, d'un autre côté, tout ce qu'on est en train d'apprendre, et qui est aussi marqué dans les Manitou, c'est que Yosef c'est Tzion et Yehuda c'est le juif. Donc celui qui est galoutique. Alors il faudrait décider, est-ce que c'est d'un côté, ou est-ce que c'est... Ah, ben, Yosef et Ben Yosef, ça je ne sais pas. C'est la tentative de Yosef de l'être tenté, pour montrer qu'elle a échoué. Dans la galoute. Mais alors, il est galoute ou il est Géoula? Vous comprenez ma question? Yosef, en disant que ça n'a pas marché, et son fils, et ses fils, et Hatzavot, ses fils vont sortir. Voilà, donc c'est les Ben Yosef, un cher Ben Yosef, c'est celui-là qui va décider de partir de la galoute, et donc de créer le sionisme, dans ce cas-là, et mais Yosef au départ, c'était l'assimilationniste. Celui qui voulait s'assimiler, qui voulait aller en galoute, qui croyait dans les valeurs de la galoute. Lui-même, de l'échec de sa tentative, en disant pas code d'Ifcode et ramener mes ossements. Ah, oui, il a fait le décès, donc c'est le même enseignement. Qui a entamé le processus. Yosef, il a toujours été rigide par rapport à ce qu'il était, jamais s'en est écarté. Lui, c'était un Yosef Milémala, alors que Yehuda, il est plus de la Malchoute, alors que Yosef, c'était plus de la... Jamais, qu'il soit même dans la galoute, jamais, il a été vraiment rigide, digne. De tout le temps. Alors que Yehuda, il est passé à droite, à gauche, il s'est marié avec Boucha, ou je sais pas quoi. Boucha. Bref, il est allé dans toutes les situations comme n'importe quel juif, et puis finalement, après, bon, il est allé il a fait tchouva. Mais Yosef, en aucun cas, il a toujours été digne. Et peut-être même, on peut dire, par rapport à son dîme, il a un petit peu atténué son dîme en se mariant avec Osnat, parce qu'elle n'était pas non plus... j'ai raconté beaucoup de choses qu'elle. Il avait de la dignité. Pour aller à la défense de Manitou, je dirais qu'il y a un point quand même que Manitou cite, c'est que Moshe c'est celui qui vraiment fait la cassure et qui fait passer d'un état à un autre. Et malgré tout, Moshe emmène les ossements de Yosef. Ce que cite Manitou. C'est-à-dire que Moshe, bien qu'il se tourne vers un monde nouveau, comme les sionistes et Avdil, mais d'un autre côté, il emmène les ossements de Yosef. Donc, en vérité, il fait le lien entre les deux. Oui, la fin, il n'y a pas demandé que ce soit Moshe. C'est Moshe qui a pris sur lui d'être celui qui transporte. Alors, on va faire, pour un petit peu faire de l'ordre et organiser tout ce qui a été bien dit. Il y a cette séparation entre Yosef et Ben Yosef, on peut le dire aussi, mais de manière générale, et c'est vrai, il faut dire qu'il y a un dénominateur commun entre les deux, entre le Yosef sioniste, on pourrait dire, et le Yosef de Galout, qui explique cette dignité, c'est-à-dire cette constance de conduite, que ce soit là ou que ce soit là, mais Yehuda aussi d'ailleurs, et qui explique pourquoi à un moment il est plus galoutique, à un moment il est au contraire plus sioniste. Alors le point, le dénominateur commun, et vous en connaissez, c'est le fait que Yosef, il est, ou selon ce que dit, ou Oel Shiken Ba'adam, ou Inyan Achomir, c'est-à-dire, je traduis les deux notions, qu'on connaît aussi, c'est-à-dire, est-ce que Yosef, c'est l'homme de la matière par rapport à Yehuda, qui est l'homme de la spiritualité? Ça, c'est l'explication, on avait parlé du Rav Kook dans le Mispet, c'est-à-dire cette séparation entre les deux. Ani Verochev al-Chamor, c'est-à-dire c'est l'homme qui s'occupe de la Géoula matérielle. Et la deuxième explication, c'est que Oel Shiken Ba'adam, et qui est relié avec ça. Oel Shiken Ba'adam, c'est un passouk qui parle de Yosef et que le Rav Kook amène aussi. Oel, c'est-à-dire c'est une tente qui est installée dans l'homme, ça veut dire que Yosef est, comme disait Am Kechol Amim, un peuple comme tous les peuples, un homme comme tous les hommes. C'est-à-dire que Yosef a une tendance à être comme universel, c'est-à-dire à être comme tous les autres. Il parlait les 70 langues, etc. Vous vous souvenez de tout ça? C'est-à-dire que c'est le point commun. C'est-à-dire qu'il s'occupe de Géoula en Eretz Israël, ou qu'il s'occupe de ce qu'il s'occupe de Géoula en Égypte, c'est-à-dire en dehors d'Israël, il s'occupe d'amener, en fin de compte, comme vous le savez, c'est-à-dire d'amener le blé, c'est-à-dire d'amener la matérialité, et aussi de parler
le langage universel, c'est-à-dire d'être dans le langage commun avec tous les autres. Et c'est pour ça qu'il y a, et ce point est important pour l'analyse qu'on va faire sur la raison pour laquelle il est aussi en danger, en risque de mort. Alors j'explique les choses comme ça. C'est que c'est aussi pour ça que le Yosef de l'exil est un Yosef d'échec, d'accord? C'est-à-dire quand Yosef est en exil, c'est celui qui veut fertiliser, je reprends les termes connus de Manitou, celui qui veut fertiliser la civilisation du temps, c'est-à-dire le Mishneh le Melech. Il est toujours le Mishneh la Melech, c'est toujours celui qui donne la bracha au Melech Yesod, donc il donne la bracha au roi, à la royauté. Mais quand la royauté, c'est la royauté d'Égypte, à ce moment-là, il veut fertiliser l'Égypte et il croit que c'est comme ça que la Géoula va venir. C'est-à-dire qu'il a à ce moment-là un rêve messianique de Galout, et c'est pour ça que, comme vous savez, il est en danger parce que Yehuda lui dit que ce projet-là, c'est un projet qui est voué à l'échec premièrement, et deuxièmement qui est extrêmement dangereux, c'est le christianisme, c'est l'assimilation, c'est tout ce que vous voulez, d'accord? C'est-à-dire le fait de faire réussir un projet messianique qui passerait par une autre vocation historique, par une autre civilisation, par une autre nation, que ce soit l'Égypte ou que ce soit l'Espagne ou que ce soit n'importe quelle autre civilisation, c'est l'échec du projet de Yosef qui à ce moment-là est aussi de parler leur langage. Quel langage parlait Yosef? Il parlait l'égyptien. Comment il était habillé? Il était habillé en égyptien. Et comment il s'appelait? Sofnat Paranéa. C'est-à-dire qu'il avait un nom égyptien, il était habillé en égyptien, et il parlait en égyptien, et il a fallu que, pour expliquer que ce n'était pas le cas, qu'il montre à ses frères que quoi? Qu'il parlait Belachon HaKodesh Veshehu Maoul. C'est-à-dire qu'en secret, qu'il était resté tzaddik. Ouais. D'un autre côté, on dit que Yosef ne s'est pas abandonné à Potiphar parce qu'il ne voulait pas justement fertiliser l'Égypte. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte... C'est-à-dire que peut-être que c'est pas ce qu'il voulait faire en fin de compte. Il voulait peut-être sauver l'Égypte, l'amener à un certain niveau de civilisation, mais se retirer après. Il voulait pas vraiment rester en Égypte. Ouais, alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le Midrash, dans Maseret Shabbat, quand il y a marqué qu'il est venu chez le jour où il n'y avait personne, la Sot Melarto, il y a une marloquette pour savoir est-ce qu'il voulait aller avec elle ou est-ce qu'il ne voulait pas. Donc en fin de compte, il a quand même décidé à ne pas le faire. Au dernier moment, et c'est pour ça qu'il s'appelle Yosef HaTzadik. Combien il y a de Yosef qui sont restés tzaddik dans l'histoire quand ils étaient à la Sorbonne? Oui, lui, oui. C'est-à-dire il y avait les bonnes sorts et les sorts bonnes. Mais c'était le contraire. Celle avec mon sort, c'était la Sorbonne. Et donc, justement, l'analyser, qu'il est allé jusqu'au bout de son système en disant « mais j'irai pas avec la femme de Potiphar » et que lui, il a réussi, mais quel prix il a payé, etc., d'accord? Mais que son projet comporte la femme de Potiphar dans un ordre normal d'évolution des événements. C'est-à-dire la difficulté fait que dans l'histoire, il n'y a pas de garantie pour les Yoséphim de l'histoire qui vont rester tzaddik et qui ne vont pas aller avec la femme de Potiphar. C'est-à-dire qu'il y a un constat de difficulté pratiquement impossible de ça. Alors Yosef, la Torah nous raconte que Yosef a réussi, mais son projet n'a pas réussi, puisqu'il s'est transformé en Galut Mitzrayim, c'est-à-dire l'esclavage d'Égypte. Donc, pour revenir, c'est la discussion entre les frères et Yosef, je reviens. Quand on est en temps d'exil, alors il y a deux possibilités d'appeler le problème de la mort de Yosef. Je reviens à notre thème, donc la mort de Yosef. Le premier, c'est que si Yosef est complètement égyptien, il est mort. Vous avez compris? C'est-à-dire que j'ai l'habitude d'expliquer que quand Yaakov dit Tarov Toraf Yosef, il veut dire qu'il est mort. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Yosef est devenu tréfa. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a vu lui? Il a vu qu'il était avec la femme de Potiphar. C'est-à-dire, il est peut-être vivant, mais il est devenu taref, il n'est plus cachère, il n'y a plus d'ashgacha. Ouais, il n'est plus badass, il n'est plus consistoire, il n'est plus rien du tout. C'est-à-dire que, en fin de compte, la notion de Tarov Toraf Yosef, c'est le risque que Yosef soit devenu tréfa. C'est-à-dire, quoi? Il bololoud, disparition. Maintenant, le problème a existé dans tout le temps d'exil. C'est-à-dire que dans tout le temps d'exil, on a pu croire que Yosef avait disparu, parce qu'il était en idbolut, en situation de symbiose avec la civilisation du temps, c'est-à-dire les forces vives du peuple juif qui s'occupaient de ces deux choses, de la matérialité et du côté commun et du côté universel, ces forces vives-là étaient en danger de mort, parce qu'en danger de taref, c'est-à-dire, et en effet, on pourrait dire qu'ils étaient
en situation d'éclipse. C'est-à-dire qu'ils étaient en situation où ils étaient là, mais on ne les voyait pas. Donc il y avait une croyance, pour reprendre le texte de la Torah, que peut-être Yosef était mort. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect conflictuel, que si jamais il faisait profil trop fort, alors il rentrait en conflit avec Yehuda, et Yehuda voudrait aussi le faire disparaître. C'est-à-dire, il y a de nouveau, il y a la femme de Potiphar d'un côté, et il y a Yehuda et ses frères de l'autre côté qui veulent le faire. On a fini avec l'histoire de la galoute, parce que comme vous savez, les Meshichim, les Messies sont là tout le temps. C'est-à-dire, le même Koach Meshichi de Yosef a ses problèmes quand il est en exil, on vient d'en parler, et il a ses problèmes quand l'exil finit. Alors, quels sont ses problèmes quand l'exil finit? Et ça, maintenant, on passe à la suite, et aussi à l'étude du texte ici, c'est que quand il revient et qu'il commence à comprendre, là je vous explique les informations ou l'actualité qu'on voit tous les jours, il revient en tant que personne qui s'occupe de la matérialité, ou mouvement de matérialité et mouvement universel, c'est-à-dire non pas justement problème universel cosmopolite, c'est le problème justement de savoir où est la limite que tu ne dois pas dépasser, mais il reconstruit au nom d'un État comme tous les autres États. Am que chola amim, ou bien que chola goïm, c'est-à-dire être comme tout le monde. Et à ce moment-là, pourquoi? Parce que sa vocation, c'est une vocation de construction qui, dans l'action qu'il fait, elle est commune à tout le monde. Faire un État, faire un gouvernement, ramener les Juifs, faire des Mahabarot, faire une armée, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont en commun cette communauté d'identité avec toutes les autres nations. Et c'est à ce moment-là qu'il se réveille, et c'est parce qu'il se réveille qu'il y a le retour du conflit entre lui et Yehuda. Vous comprenez maintenant l'analyse des choses? Alors, de ce point de vue-là, le danger est permanent. Le pauvre Yosef, il est toujours en danger. En exil, on pourrait dire qu'il était pratiquement mort, ou mis en conserve, ou mis en clandestine, etc. Et le même Yosef, quand il devient sioniste, c'est-à-dire qu'il fait tchouva, de son avis, il fait tchouva, qui devient sioniste et qui décide de reconstruire l'État d'Israël, il fait son travail, mais quand il fait son travail, il risque d'être condamné par ses frères aussi. C'est-à-dire, alors on revient à ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le point le plus impressionnant, c'est quand c'est Yehuda qui dit « V'achivme ». C'est-à-dire que lui, il le condamne à mort dans sa parole. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que justement, il laisse... Parce que Yosef, en fait, il vient pour reconstruire l'intérieur d'Israël, mais dans le même concept que les autres nations. Est-ce que c'est vraiment le concept qui doit être défendu? Alors voilà. Et à Zer le Kouda, c'est-à-dire qu'il faut qu'il reste sadique, et c'est très difficile, parce que son rôle, c'est de refaire les choses qui sont communes avec toutes les autres nations. Il était caché en Galoute, aujourd'hui, il n'a pas à être caché en Israël. Il n'est pas caché. Tout en étant une nation. Mais Yosef Hatzadik, comme vous l'avez dit, effectivement, il n'a jamais dévié. Il a toujours été, je me permets de droit dans ses bottes, il a toujours une vision. C'était Yosef Hatzadik, mais ses descendants n'étaient pas à ce même niveau. C'est ce qui explique le schisme aussi entre Israël et Yehuda. Donc, le projet de Yosef qui, en galoute, ne peut pas aboutir, est-ce que Yosef Hatzadik, est-ce que son projet peut aussi aboutir? Il peut aboutir en Israël. Ça, c'est l'enseignement. C'est pour ça qu'on dit Od Yosef Chaim. Si tu lis, par exemple... C'est pas justement Yehuda, c'est pas la raison pour laquelle c'est Yehuda qui doit faire aboutir le projet, parce que Yosef Hatzadik est à un tel niveau qu'on n'y arrive pas, on ne peut pas y arriver. Et même ses descendants ne sont pas arrivés. Alors on peut y arriver. Ses descendants ont créé le schisme, ses descendants... Il y a une prophétie qui dit qu'on prend les deux des la vision d'Ézéchiel. Oui, mais on a besoin de Yehuda. On a besoin de toute façon, mais on a besoin des deux. Mais ce que je veux dire, parce que maintenant on essaye de recoller. C'est que les deux ensemble. Oui, d'accord. C'est-à-dire Yehuda, c'est Lazor, le Yosef. Ça, on le verra. Yosef seul ne peut pas. Oui, mais ça on le verra, il en parle ici aussi. Mais d'un autre côté, il faut savoir qu'au niveau je pourrais dire des enjeux et des difficultés, Yehuda risque d'avoir envie de tuer Yosef, ou il le tue verbalement. C'est-à-dire qu'il y a un travail... Quoi? C'est un violent. Yehuda, bien sûr, c'est un violent. Dans cette conception-là... Ils avaient une âme secrète, là. Dans cette conception-là, c'est Yehuda, en fait, qui est spirituel, et Yosef qui est matériel. Ouais. Oui, c'est pas ce que... C'est pas du tout ce que tu as dit. Dans la galoute, en fait, dans Yosef avec ses frères, Yosef, il a toujours gardé sa spiritualité. Il était plus spirituel que Malchut. Je t'arrête parce qu'on a vu ça. On a vu qu'il y a Yosef ben Rachel
Yosef ben Yaakov, on avait Klin min Yosef min Hashamayim, Yosef min Haaretz. On avait dit qu'en fait on a développé le thème et du coup là on rentre en... Tu as entendu des shiurim d'autres personnes et, qui parlent de cette notion du Yosod qui est au-dessus de Malchut et qui est complètement spirituel, etc. Ça ne correspond pas à ce qu'on étudie maintenant. C'est-à-dire que à la fin, en fin de compte, on va pouvoir tout relier. Mais pour l'instant, c'est pas du tout contraire quand il vient en Eretz Israël. Quand il vient en Eretz Israël, mais il est conséquent avec lui-même. Quand il vient en Eretz Israël, sa fonction de matérialité et sa fonction d'humanité, c'est-à-dire d'être Adam, d'être Ben Adam, il la réalise de manière ouverte parce qu'on a besoin, et c'est ça ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire Mashiach d'Atralta, c'est le début. C'est-à-dire que tout d'abord on assèche les marais, tout d'abord on construit des ponts, on construit une armée, etc. Après on fait des shivotes, et on fait le Beth Amikdash. Ça aussi ça va venir. Mais tout d'abord il faut construire la matérialité, et intrinsèquement la matérialité, elle est trop proche d'une identité, on pourrait dire d'une identité non juive, c'est-à-dire d'une identité commune avec tous les hommes, une identité universelle, d'accord? Alors voilà, donc quand on revient en Eretz Israël, revient ce conflit, et toi tu dis, c'est l'air, alors Bezrat Hashem, mais revient ce conflit, et je dirais que de mon étude du Rav Kook, surtout par exemple chaque fois qu'il devait, dans ses lettres de correspondance, quand il répondait à tous les rabbanim qui lui disaient, mais pourquoi tu fais ça, tu vois pas que c'est tous des Shai Getzim, maintenant je dis plus le deuxième mot sur les Shomer HaTzaïr, et donc, c'est tous des... Shaïget, c'est Besséder? Ouais? C'est mieux ou c'est moins bien? Ah, c'est un goy? Voilà, c'est pire. En plus, avec une nuance, en plus, c'est tous des tchartcharim, c'est tous des chavamnikim. C'est tout cela que tu soutiens, toi, le Rav Kook, et tous les processus, et tu ne vois pas. Et le Rav Kook, moi, je le vois toujours avec un sourire. Et qui dit Yé Besséder. Mais ça va être quoi Yé Besséder? Oh Yosef Rai, je sais que ça va bien se passer. Et pour moi, à mes yeux, si vous voulez, pour conclure cette partie, parce qu'on a encore quelques minutes pour parler de Armilus, parce que pour l'instant, on n'a parlé que du danger, on pourrait dire, de Yosef par rapport à ses frères, qui est le pshat de la Torah. C'est-à-dire que quand on prie sur un danger qui est réel, qui est marqué dedans. Alors, je voudrais dire trois choses. D'abord, une remarque par rapport à ce que tu as dit, Maurice. C'est que dans l'idée que dans la galoute Bémet, il y avait un danger de mort, c'est un fait que les 10 tribus sont mortes. Pour nous, on sait qu'ils sont vivantes. Mais pendant 2000 ans, ou plus 2800 ans, on a cru que les 10 tribus étaient mortes. Dites-moi où est-ce qu'ils sont vivants, et on en parlera. Mais vous êtes d'accord que ce danger de Zera chez l'Oyamut, il est en situation réelle à propos des 10 tribus. Et quand nous, on parle du Mashiach ben Yosef, on ne parle pas des 10 tribus, on parle d'une force qui est à l'intérieur du peuple juif actuellement. Donc si tu parles de Yosef, comment ça s'appelle, chromosomique, de Yosef génétique, alors Bémet, il est en situation de maître, etc. Alors, de ce point de vue-là, ça c'est une première chose. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que le problème, et c'est pour ça que on apprend ça, et c'est pour ça que Manitou nous enseignait ce qu'il enseignait, et que le Rav Kook enseignait ce qu'il enseignait, c'est de ne pas se fixer sur ce qu'on voit à l'extérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que même nous, ce qu'on voit, c'est un Yosef déguisé en Sofna Paader. D'accord? Et qu'à part sa femme Osnat, qui même elle était officiellement la fille de Poutifar, et officieusement la fille de Dina, d'accord? Et ses deux enfants qui étaient officiellement, qui étudiaient à l'ENA et qui étaient diplômés, d'accord, des grandes écoles françaises, et qui parlaient un discours goy, d'accord, mais ils étaient mélitz et ils apprenaient la Torah à la maison, ils mettaient les tefillin le matin avant d'aller à l'école, après ils enlevaient la kippa, mais ils mettaient les tefillin. Mais tout ça c'est du secret total, c'est ce qu'on appelle, j'en avais parlé, l'idée du tzaddik nistar. Mais tzaddik nistar c'est quoi? C'est le tzaddik qui quand tu le vois, tu crois que c'est un goy. C'est pas c'est un mec bien, c'est pas quelqu'un de bien, c'est celui que tu n'identifies pas du tout. Et c'est justement la phrase extraordinaire à mes yeux, c'est que quand Yehuda dit « V'achiv met », 2 minutes après, lui répond Yosef, « Ani Yosef achichen, od Yosef chai, od avichai ». C'est-à-dire que notre lecture des informations, elle est sans doute erronée, si on n'étudie pas les choses comme il faut, parce que tous les jours, on doit se battre contre cette goïfication de Yosef. C'est-à-dire c'est ce sentiment que c'est qui ce Yosef qu'on est en train de voir? Est-ce qu'il est vraiment tzaddik? Est-ce qu'il n'est pas tzaddik? Et à un moment, il va dire Ani Yosef achichem, aod avichai, il va enlever son masque
Et on va voir qu'il est tzaddik chez Umaou. Alors, exactement, comment les choses se passent, on n'en sait rien. C'est-à-dire personne ne peut identifier exactement la manière dont le processus va se passer, mais au niveau de la Emouna, c'est ça qu'on croit, que quand Yosef arrive en Eretz Israël, il y a un vrai danger d'identification comme ça. Je voudrais terminer ce volet par une remarque que j'ai eue moi personnellement, c'est le fait que la Torah ne nous raconte pas du tout, c'est une remarque tout à fait personnelle, mais je pense qu'elle vaut le coup d'être méditée, pas éditée, mais méditée, c'est que, dans le fond, si la Torah nous dit que Yosef est tout le temps en danger de mort et qu'elle ne nous dit jamais que Yehuda et ses frères sont en danger de mort, c'est que dans les rapports de force, on est souvent trompé. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire, si vous prenez par exemple le conflit Haredi-Chiloni, d'accord, c'est-à-dire en Eretz Israël, le langage qui est tenu est toujours le même. C'est les autres qui sont forts et qui nous mettent en danger, et nous on est des miskénim, d'accord, surtout dans le langage du monde Haredi. Les autres, ils ont tout, et nous on est des miskénim. Kilou, on est fort parce qu'on a la Torah, mais c'est comme ça, mais on est en situation. Eh bien, vous savez que souvent, les forts croient qu'ils sont faibles et les faibles font croire qu'ils sont forts, et c'est très dangereux parce que le fort risque d'écraser totalement le faible en ayant peur d'être à cause d'un sentiment de menace. Et je pense que c'est une chose sur laquelle il faut méditer quand on étudie ces choses, c'est qu'il faut ne pas oublier que celui qui apparemment est le plus en danger, c'est pas Yehuda, c'est Yosef. C'est-à-dire qu'il faut regarder avec un regard de sérieux, de rachamim et de compréhension tout le processus sioniste, même celui qui est un petit peu d'arrière-garde, et on revient au problème de ne pas jeter le bébé avec les langes, c'est-à-dire, et d'avoir une aïn tova, et tout le temps regarder les choses de manière positive, en se disant que si on a passé aïn tova, c'est nous qui sommes forts. Et c'est eux qui ont beau crier, vous connaissez les manifestations et les trucs, etc. On peut croire que c'est eux, quand je dis eux et nous, c'est pas un bon langage, parce que nous, on n'est pas ni là ni là. Mais malgré tout, on a quand même toujours, dans les événements de ces dernières années, avec le Gush Katif, avec ce dont j'ai parlé tout à l'heure, on a quand même des sentiments de eux et de nous, et de sentiments d'être trahis, etc. Eh bien, il ne faut pas oublier que l'enseignement de la Torah, si on a bien identifié les personnages, c'est que la Torah nous enseigne, fais attention, ne te fie pas aux apparences, celui qui est fragile, c'est Yosef, et c'est pas Yehuda. Vous avez compris ce que je disais là. Parce que sinon, la Torah nous voudrait raconter qu'une fois c'est Yosef qui était en danger, une fois c'est Yehuda qui était en danger. De même qu'on voit qu'avec Esav et Yaakov, c'était quand même toujours aussi Yaakov et c'est pas Esav. Donc il faut bien reconnaître les choses telles qu'elles sont. Voilà. Maintenant, si vous êtes d'accord, il nous reste quelques minutes. Je voudrais passer à Armilou Sarachan. Je comprends pas. Yehuda, il a fait tchouva pourquoi? À la fin. Ben oui, il a fait tchouva. Oui. Quand il a rencontré son frère et qu'il a fait tchouva, donc pourquoi il menacerait Yosef? Ah, à ce moment-là, c'est fini. À ce moment-là, il le menace plus. Il y a David à ce moment-là. Je appelle David peut-être. À ce moment-là, c'est fini, il n'y a plus de menace. Il n'y a plus de menace. Mais c'est quand? Quand est-ce que ça va arriver? C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé que Yosef dit Ani Yosef Achichem, à Od Avichai, parce que Od Avichai, vous comprenez, c'est l'union entre les deux. En fait, c'est la prophétie qu'on a lue dans la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire une analyse globale des choses, c'est ça qu'on attend. On attend que, et c'est un peu ce que le Rav disait, ou que Manitou disait, on attend que chacun se reconnaisse, c'est-à-dire chacun reconnaisse l'autre, et qu'il y ait une vraie reconnaissance à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et sûrement pas qu'il meure, justement. C'est-à-dire que c'est ce contraste terrible en quelques mots entre Vachiv Met et ensuite Ani Yosef Achichem et Od Yosef Chaim. C'est-à-dire, d'accord. Je ne sais pas si j'ai étudié, peut-être que je me trompe, c'est que la suspicion, elle est quand même restée après. Que Yehuda a retrouvé Yosef, et que c'est avec l'histoire quand il a installé ses frères à Goshen, ou qu'il les a éloignés. Je pense que Yehuda a fait tchouva, mais on n'est pas sûr que Yosef ait fait tchouva vis-à-vis de ses frères. Parce qu'ensuite, quand Yaakov meurt, ses frères disent voilà, ils ont peur. Donc, le fait qu'ils se posent la question, c'est qu'il reste quelque chose. Alors, il y a différentes versions, vous regardez dans les commentaires. Il y en a qui sont plus optimistes. Non, mais c'est parce que justement, il a voulu préserver que Yaakov puisse insulter, punir ses enfants et ses frères. Alors il a voulu préserver l'union de toute la famille. Oui, mais c'est les frères qui ont mal compris. Parce que voilà, c'est eux qui ont mal compris ça, c'était toujours... Qui nous, ici dans le cours, on est optimistes. On dit que c'est frère. Et donc on sait que ça va bien s'arranger. Quoi? Exactement. Où ils disent à Od Avinu Chai, c'est que Mitato Shlema, c'est-à-dire qu'il est entier parce que tous les frères sont oui.
dans une... Et de nouveau, c'est ce qu'on étudie ici, c'est-à-dire qu'il y a... On est toujours dans la même chose, c'est-à-dire même dans l'étude de la Torah, on a des visions plus optimistes, plus pessimistes, et tu regarderas dans les commentaires, il y a les deux. Ouais. D'accord. Alors, comment ça se passe par rapport à Armilus? C'est qu'en fin de compte, je pourrais dire les choses comme ça, c'est que si on regarde les choses objectivement, il y a les dangers intérieurs, les dangers extérieurs, c'est tout. C'est-à-dire que les dangers intérieurs et les dangers... Alors, je vais expliquer ça de cette manière la plus simple. C'est que à Kol Kol Yaakov, alors si vous voulez, parce qu'on va terminer, on a pris un fromage en regardant uniquement un passouk dans la parasha de Vaïgash, qui est une clé un petit peu. Non, pas Vaïgash, Vaïchi, pardon, la parasha de la Shavua. Passouk Perek Memchet, page 197. Non, il dit Perek et le passouk. Perek Memchet, passouk Kavdet. Donc chapitre 48, verset 22. Page 199 dans cette édition, et le dernier passouk qui est tout en bas. Alors, on va le lire tout d'abord, et ensuite je vais donner l'explication. Vani, natati lecha, shrem achad alachecha, asher la karti miyad eimori, becharbi ou bekashti. C'est-à-dire que Yaakov dit à Yosef qui lui donne un shrem, et je traduis pas pour l'instant, un shrem de plus que ses frères, que j'ai pris de la main de Eimori, becharbi ou bekashti, avec mon glaive et avec mon arc. Alors c'est un passage qui va très clair, vous regardez dans Rashi tous les commentaires, il y a plein de commentaires. Traduction de Rashi, c'est comme ça. Et je t'ai donné une part en plus d'héritage sur la terre d'Eretz Israël, donc tu deviens l'aîné, le Bechor, l'Enahala, c'est-à-dire l'aîné au niveau de la possession de la terre. Traduction ultérieure selon le Gra, et selon ce qu'on a étudié, tu deviens l'aîné pour ce qui est de la possession matérielle, c'est-à-dire la possession de la terre, parce qu'ensuite il y a aussi Lévi, il y a aussi Yehuda qui va recevoir une partie de la Bechora, de l'aînesse, mais là, on pourrait dire, la Bechora, le droit d'aînesse terrestre, celui qui s'occupe de la terre, c'est Yosef qui le reçoit. Par quel fait? Qui reçoit une part en plus, c'est-à-dire Ephraïm ou Ménaché. Ephraïm ou Ménaché sont le fait qu'il devient Bechor, puisqu'il a 2 fois plus d'héritage au niveau de la terre, c'est-à-dire c'est un héritage de terre, comme vous savez que le Bechor, l'aîné, reçoit une double part sur la terre. Asher la kartimia d'Emori, que j'ai pris de Ésaü, et Emori, chez Assa, Maase Emori, parce il s'est conduit comme un Emori. Or, vous remarquez que Romaï et Emori, et du coup aussi Aramous, etc., tout ça c'est marqué dans le mot Emori. Beharbi ou Bekashti, dit le Targum, par ma prière et par ma demande. Besluti ou Bevarouti, c'est marqué dans le Targum et Rashi l'amène, par ma prière. Alors, c'est quoi la clé de tout ça? La clé de tout ça, c'est comme ça. C'est que Yosef s'occupe de revenir, de s'occuper de la matérialité. Quand il prend la matérialité, il prend la place de Esav, que Esav a rempli pendant tout le temps de la galoute. C'est-à-dire que tant qu'on était en exil, on aidait Esav à devenir un empire, on était en silence et on s'était ou assimilé ou pas assimilé, mais notre rôle d'identité, c'était Yehuda Hatzadik, c'est-à-dire que c'était notre identité juive. Et les choses se passaient plus ou moins bien, pas bien, mais au moins il y avait une répartition des tâches qui pouvait être un modus vivendi possible. Ça ne s'est pas bien passé parce qu'ils veulent aussi, comme vous savez, le rôle du côté spirituel. Mais quand on revient ici, c'est insupportable pour eux. Ce qui est le plus insupportable pour eux, c'est pas Yehuda, c'est Yosef. Parce que si Yosef redevient Yosef qui prend sur lui la high-tech, la sécurité mieux que les Européens disent mais vous avez tout pris, donc il ne nous reste plus rien. Donc on est en danger, le Mashiach ben Yosef est en danger par rapport à Armilus Aracha, parce qu'il se comporte comme Mashiach ben Yosef. Donc il est en danger d'un côté par Yehuda qui lui reproche de ne pas être juif, il est en danger par Esav qui lui reproche d'être goy. Vous avez compris? C'est-à-dire que de mieux faire le travail du goy que lui-même, c'est-à-dire de mieux remplir le rôle que Esav devait remplir et de le faire lui-même comme ça. Alors c'est ça, Asher la kartim yad emori becharbi ou bekashti. C'est-à-dire que je l'ai pris par ma prière, c'est-à-dire j'ai exprimé par le fait qu'il y a Kol Kol Yaakov, mais il y a Yadaim Yada Esav. Et donc je te donne la part que j'ai reçue de Esav, c'est-à-dire c'est ça le shrem, la part en plus, et du coup tu deviens le Bechor. Or qui était le Bechor a priori? C'était Esav par rapport à Yaakov. Shrem c'est une part, tu regarderas dans Rashi. C'est un deuxième sens. Il y a un premier sens, c'est la ville de Shrem, puisque Yosef est enterré là-bas. Et un deuxième sens, c'est une portion en plus.
Et donc, on revient au conflit de Bechora. C'est-à-dire que Yosef, par rapport à Esav, on sent un conflit de Bechora. Alors, pour terminer toute cette image, on a compris ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est avec toutes les idées qui sont ensemble, les deux idées développées par Rav Kook, c'est l'expression de la difficulté du retour en Israël dans le conflit intérieur. Maintenant, je laisse tomber la galoute, d'accord? Dans le conflit intérieur entre l'effort de Juda et l'effort de Yosef, qui font que celui qui est véritablement en danger, selon ce que dit la Torah, c'est Yosef. Et donc, il faut prier pour que Yosef, chez le Yamoud, qu'il tienne le coup, que ça marche, et qu'il reste sadique, même si c'est mystère, et même si on ne voit rien de tout ça, et qu'il tienne le coup jusqu'au bout, et que les choses ne s'arrêtent pas à cause de Yehuda, qui veut éliminer Yosef. C'est-à-dire, Yehuda, c'est vrai quand je dis Yehuda. Et la deuxième chose, que pour la même conduite de Yosef, c'est-à-dire à cause du fait qu'il s'occupe de la reconstruction matérielle et universelle, d'un côté les goïms nous aiment bien, c'est le conflit, d'un autre côté ils nous aiment bien tant qu'ils peuvent nous inféoder, c'est-à-dire nous aider, c'est-à-dire c'est eux qui sont là, mais dès qu'on devient peuple fier et sûr de lui, c'est-à-dire qu'il y a un safek, qu'on est en train de prendre leur place même dans leur domaine, voilà, c'est fini. Et à ce moment-là, c'est le danger de Armilus Aracha qui veut éliminer Yosef au moment de la Trata de Gula. Alors vous voyez qu'il y a une analyse de l'actualité, tout à fait d'accord avec tout ce qu'on a dit. Pour terminer sur une référence à la Torah, puisque aujourd'hui c'est un shiur de Parashat Shavua, de Chumash, et je vois que c'est bien, on est tous Kulanu Hachamim, j'ai pas le sentiment que je vous explique des notions de Kabbalah que vous n'avez jamais entendues. Là, on est dans les choses où on est tous ensemble. C'est le retour de Yaakov, c'est-à-dire que quand Yaakov revient, le combat avec Sarah chez les Sab. Donc Armilus, on dit que c'était Sar chez Armilus, Sar quelque chose, etc. quoi. Donc en fait, il y a un combat. Et ce combat, il se fait au moment où Yaakov passe la frontière. C'est-à-dire que quand il rentre en Eretz Israël, c'est-à-dire au moment de la Trata de Géoula, les gens croient que c'était tout le temps. C'est vrai qu'il y a marqué Koloto Alayla, qu'il y a un conflit avec Esav de toute la nuit. Mais le paroxysme du conflit, le moment le plus dangereux, c'est le moment où on rentre en Eretz Israël. Parce que c'est le moment où la question de savoir au niveau identitaire qui est qui, et est-ce que nous, on peut être aussi cette identité de Yosef, à ce moment-là. Et c'est pour ça que je vous rappelle que quand Yaakov a demandé à revenir, quand Yosef est né. Parce que quand Yosef est né, il a dit « J'ai celui qui va pouvoir combattre Esav ». Donc la boucle est bouclée. Un des rôles, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans toute la suite du livre du Kolator, c'est qu'un des rôles de Yosef, de Mashiach ben Yosef, c'est de reconstruire le pays. Et le deuxième rôle qui est très très difficile, c'est de combattre les forces de Armilus, c'est-à-dire ces forces-là qui sont des forces d'opposition énormes, qui veulent empêcher que le processus se passe. Et pour terminer toujours sur une belle parole, Od Yosef Chai, V'chiu Moshel Beretz Mitzrayim, donc Bezrat Beretz Israël, Bezrat Hashem, c'est-à-dire que Yosef Chai, V'chiu Bezrat Hashem, Amen.